Monsieur Solari, Monsieur Baldacci, est-ce que vous nous entendez bien? Il a l'air figé. Oui, je vous entends bien. Monsieur Baldacci. Baldacci. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc nous sommes prêts à démarrer cette session avec vous deux. On voudrait s'assurer que Monsieur Solari nous entende aussi bien. Très bien. Tu voulais, vas-y, du coup. Bien, bonjour à tous ceux qui sont là et tous ceux qui suivent à distance certainement également. Nous sommes tous les deux très heureux d'animer cette session. Donc peut-être on se présente très rapidement. Ingrid. Oui, Ingrid Arnaudin, donc enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle. On s'est eu il y a quelques temps de ça. Voilà, donc je vais avec Jean animer la session. Voilà, donc Jean Rosenbaum, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je suis aussi en ce moment le président du conseil scientifique interdépartemental pour la Ligue dans le Sud-Ouest. Et donc on est très content d'accueillir les présidents des conseils scientifiques de la Ligue contre le cancer et de l'ARC, qui sont, on l'a rappelé hier, deux organismes qui financent de façon plus que significative la recherche sur le cancer en France. Et c'est un excellent moment pour faire un point sur les dispositifs de soutien que ces deux organismes mettent à la disposition des chercheurs. Donc on n'a pas vraiment d'ordre hiérarchique à respecter, mais comme Giuseppe est à l'écran, on va lui proposer de commencer. Ensuite, on passera la parole à Eric Solari et on fera une discussion commune, si vous voulez bien, avec tout le monde. On y va ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En premier lieu, je voudrais vous demander de m'excuser de ne pas avoir pu venir à La Rochelle physiquement, mais un souci de santé, et ça nous arrive aussi, limite considérablement ma mobilité en ce moment. Voilà, donc je vois qu'il y a un message d'Eric qui dit qu'il n'a pas de son avec point d'interrogation. Eric, est-ce que tu m'entends? Non? Le problème, il est chez soi-même, hein, avec un paramétrage de la sortie son sur l'ordinateur. Ça peut difficilement venir d'ici, hein, je pense. Ou peut-être il faut se reconnecter. Ouais. Je vais continuer. Si vous le voulez bien, de toute façon, Eric connaît bien la Ligue contre le cancer, car il a siégé longtemps dans les instances de la Ligue. Et donc, je présenterai brièvement les systèmes de soutien de la Ligue contre le cancer à la recherche. La Ligue est caractérisée, comme vous le savez, par une distribution au niveau départemental avec les comités départementaux, mais aussi une structure fédérative à Paris qui disons, organise l'activité de la fédération. Voilà. Les projets de recherche... Ah, parfait, Eric, ça marche. Les projets de recherche, disons, caractéristiques de la Ligue sont les équipes labellisées, dans lesquelles on essaie d'assurer un soutien de long terme à des équipes reconnues dans leur domaine de recherche. Je tiens à souligner que la première labellisation est une labellisation de 5 ans et qui n'est pas dépendante strictement d'un passé dans la recherche en cancérologie, mais d'un engagement fort à orienter dans les années de la labellisation l'activité de recherche du laboratoire dans la direction de la recherche contre le cancer. C'est pour cela qu'on avait
on a décidé de faire en sorte que la première labellisation soit de 5 ans. Les renouvellements successifs sont de 3 ans. Voilà. À côté de ça, il y a les soutiens aux jeunes chercheurs, toujours dans la tradition de la Ligue, qui s'articulent par les financements de thèses et aussi des 4e années de thèse. On a aussi, pendant un long moment, financé les postdocs. Ce programme est actuellement interrompu, mais évidemment, la communauté scientifique française le demande. On est ouvert à la possibilité de le réactiver. En plus de ce type, donc ça c'est, je dirais, pratiquement les 2 grands piliers de l'activité de soutien à la recherche de la Ligue contre le cancer. Comment ça s'articule, ce soutien? D'une part, les dons et les legs des donateurs sont partagés entre les comités départementaux et les sièges de la fédération, et chacun participe au financement de recherche, pas seulement dans son propre département, dans sa propre région ou interrégion, mais aussi ailleurs. Il y a une sorte de mutualisation de moyens qui est mise en œuvre grâce à ce système. C'est un système que nous entendons encore plus soutenir et améliorer, qui consiste à penser que si au niveau fédéral, effectivement, les instances prévues, qui sont les commissions d'expertise nationales, il y en a 3 à la Ligue, et les commissions d'expertise spécifiques, et disons, l'évaluation des projets concerne des projets d'une certaine envergure. Nous appuyons aussi les recherches régionales et interrégionales qui devraient constituer une sorte de première étape dans la mise en œuvre de nouveaux concepts, de nouvelles stratégies, et qui peuvent, avec un financement de 25 à 30 000 euros par an, pendant 1 an ou 2, donner aux équipes l'opportunité de tester les projets et d'accéder, les cas échéants, à un niveau de complexité et de stratégie qui justifie la demande, par exemple, de labellisation. À côté de ces 2 types donc, de stratégies, c'est-à-dire les étudiants jeunes chercheurs et les équipes labellisées, il y a aussi des appels à projets thématiques, comme par exemple dans la recherche en prévention, qui a englobé les anciens projets en SHS, et aussi plus récemment l'appel à proposition en oncopédiatrie, où cette année c'est en cours, l'appel à proposition dans le domaine de l'ARN thérapeutique. Ça, c'est une nouvelle phase de la stratégie de financement de la Ligue, dans laquelle on essaye de stimuler la formation de consortiums qui peuvent associer des équipes qui jusque-là n'avaient pas collaboré entre elles, et pour donner lieu à une synergie qui serait, disons, accompagnée par un financement ambitieux du consortium, de la sorte à donner les moyens pour réaliser des projets ambitieux et d'envergure. En plus de ça, il y a les appels plus traditionnels sur comme je viens de le dire, en épidémiologie, en prévention et ainsi de suite. Si vous allez sur les sites de la Ligue à l'onglet de la recherche, vous avez là tous les descriptifs des appels à proposition qui peuvent être mis en place et les critères d'éligibilité et les critères d'analyse à partir évidemment de cette année. J'ai regardé ce que la Ligue a soutenu dans la région Nouvelle-Aquitaine depuis 2013. Et d'après mes calculs, nous avons soutenu 33, voire 34, parce qu'il y en a un nouveau qui est en cours,
projets de recherche dans cette région. Selon l'articulation suivante, on a soutenu 5 équipes labellisées, dont 4 sont actives en 2020. On a financé la thèse de 7 doctorants et on a financé la 4e année de thèse de 9 doctorants. Et on a aussi financé 2 postdoctorants pour un total de 5 ans, tant que ce programme était actif. On a aussi soutenu 3 projets de plateforme régionale de recherche clinique, 3 projets en SHS, 3 projets en épidémiologie et 1 projet en oncopédiatrie. À ceci, comme je vous ai dit, il faut associer encore un autre projet. Il s'agit là d'un investissement considérable parce que vous savez que, par exemple, une équipe labellisée en moyen peut toucher, disons, 100 000 euros par an, donc une labellisation de 5 ans, c'est tout de suite un engagement dans le temps pour 500 000 euros. Donc, pour venir maintenant, ça c'est globalement, depuis 2013, 33 plus 1, 34 projets. Maintenant, pour venir à des données plus récentes, telles qu'elles sont présentées dans le rapport de la recherche 2020, lui aussi disponible sur le web. Et vous voyez dans les différentes rubriques qui sont listées les montants attribués à la recherche en Nouvelle-Aquitaine pour 1 222 000 euros, qui est soutenu pour une large mesure par les financements régionaux. Mais sans rentrer dans tous les chiffres et dans tous les détails, je dirais que sur 387 projets, 58 concernent la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est pas mal du tout, si on tient compte, par exemple, qu'en Île-de-France, le nombre de projets est de 50. Donc, voilà, il y a 4 équipes labellisées et actives en 2020, 2 à Limoges et 2 à Bordeaux. Et ce qui est aussi intéressant, et peut-être pourrait ce niveau être dans l'avenir amélioré, et on peut discuter comment. Et donc, ce qui est un peu, disons, moins présent en 2020, c'est le soutien aux jeunes chercheurs, parce qu'il n'y a que 2 thèses soutenues à Bordeaux et 1 à Poitiers. Bon, voilà, donc ça, je ne vais pas continuer la liste des chiffres et des nombres. Je dirais que l'engagement de la Ligue est tout à fait réel, et ça a été démontré par ce qui a été fait ces dernières années, et que je suis là pour répondre à vos questions sur les stratégies à adopter. Et donc, je donne la parole à mon excellent collègue Eric Solari. Voilà. Merci, Giuseppe. Je vais peut-être partager mon écran parce que je vais utiliser comme support un diaporama. Voilà. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui. OK. Donc, voilà, je vais vous présenter le travail de la Fondation dans lequel j'ai inclus, comme vient de le faire Giuseppe, les chiffres dédiés à la région sud-ouest. Donc, en ce qui concerne la Fondation ARC, je voulais simplement vous présenter les quelques personnes qui gèrent cette fondation actuellement. Donc, nous avons un conseil d'administration dont le précédent président était Michel Pébreau et qui est actuellement présidé par Claude Tandil, qui est celui qui vient du domaine des assurances, qui était chez AXA puis Generali. Le vice-président est Gilbert Lenoir, qui est plus connu dans le milieu de la recherche, puisqu'il a été directeur de la recherche à Gustave Roussy. François Dupré est le directeur général. C'est un directeur général qui vient de l'humanitaire. Il a dirigé Médecins du Monde, il a dirigé SIDAction, et puis maintenant il dirige la Fondation ARC. Nancy Abouzeid est la directrice scientifique de la Fondation. C'est elle qui gère tous les appels à projets dont on va parler. Jessica Zuckman-Rossi, que beaucoup connaissent dans le milieu, est
préside ce qu'on appelle le comité d'orientation de la recherche qui se réunit une fois par an. C'est un comité international qui réfléchit à la stratégie de la Fondation Arc, et puis je m'occupe du conseil scientifique. Donc, en termes de chiffres, donc vous avez ici le nombre de donateurs à la Fondation Arc, c'est 165 000. Donc c'est une fondation qui, contrairement à la Ligue dont vient de parler Giuseppe, est dédiée exclusivement à la recherche. La Ligue a beaucoup d'autres actions. Nous sommes vraiment focalisés sur la recherche sur le cancer, et avec une note d'information vis-à-vis du public. Et vous voyez que sur l'argent qui est reçu, presque 75% est dédié aux dépenses de recherche, soit 27 millions par an. Une autre spécificité de la Fondation Arc, c'est ne pas seulement de soutenir exclusivement la recherche, mais c'est de soutenir toutes les formes de recherche fondamentale, translationnelle, mais aussi clinique. Il y a déjà longtemps que, sous l'impulsion de Jacques Reynaud, qui présidait la Fondation Arc auparavant, a été pris le virage d'un soutien à la recherche clinique. Je pense que c'était une excellente initiative parce qu'on sait qu'en cancérologie, il y a vraiment eu des virages importants à l'orée des années 2000. Et donc, il y a des programmes de soutien à la recherche clinique qui occupent maintenant une place importante dans notre programme. Même si, disons, l'essence de l'ARC, c'était de soutenir au départ la recherche fondamentale et que ça reste quelque chose auquel on tient beaucoup. Le fonctionnement, bon, cette chose est peut-être un peu complexe, mais enfin, vous retrouvez le conseil scientifique et le conseil d'orientation de la recherche que préside Jessica ici. On a ensuite un groupe un peu informel de stratégie qui se réunit tous les 2 mois, qui intègre les suggestions de ces comités pour essayer de les mettre en pratique. Et ensuite, on décline ça sous forme d'appel à projets, de partenariats et de prix, dont je vais vous parler dans un instant. J'insiste sur le fait qu'on travaille avec énormément d'experts, comme la Ligue. D'ailleurs, vous voyez le chiffre de 253 experts français et étrangers qui ont travaillé avec nous en 2020, 8000 heures de bénévolat. Donc, il y a énormément de bonne volonté derrière tout ça pour arriver à évaluer les projets et les sélectionner. L'année 2020, en quelques chiffres, les voilà. Donc, c'est 28,5 millions d'euros d'engagés. Donc, c'est un peu plus que sur la diapositive d'avant parce qu'il y a des engagements récurrents. C'est 101 jeunes chercheurs qui ont été soutenus au cours de l'année 2020. C'est 42 aussi prolongations de contrats dans le cadre de la crise Covid qu'on a accordé pour faire face aux arrêts temporaires d'activité. C'est 258 projets, ce sont 1300 dossiers déposés. Donc, vous voyez qu'on essaie de tourner avec des taux de financement de l'ordre de 20% en gros à la louche. Enfin, on essaie de se maintenir autour de ces seuils-là. Alors, si on se focalise sur votre région, voilà d'abord le Cancéropôle. Vous voyez qu'en 2020, nous avons regardé ce que nous avions financé. Donc, la Fondation Arc a financé 42 projets dans le Cancéropôle sud-ouest qui représentent 4,5 millions à la louche d'euros. Et si on se focalise sur le domaine de l'oncosphère, c'est 11 projets et 1,5 million d'euros en gros. Vous voyez la répartition entre les aides individuelles pour les jeunes chercheurs, les programmes labellisés qui sont un peu notre labellisation comme elle existe à la Ligue, les projets de la Fondation Arc, des soutiens à d'autres programmes dont on va parler dans un instant, Sagnit, Clip et les événements. Donc voilà, je vais, si vous le voulez bien, passer rapidement en revue les différentes offres de la Fondation Arc pour vous les remettre en tête et être sûr qu'on est tous sur la même page. Donc, la première chose, c'est qu'il y a des grands programmes labellisés qu'on peut assimiler plus ou moins à la labellisation de la Ligue. Donc, vous ne voulez pas réutiliser le terme de labellisation puisque la Ligue a très justement utilisé ce terme et que c'est très bien identifié pour la Ligue. Donc, on appelle ça des programmes labellisés qui peuvent être multi-équipes sur différents sites et qui sont des projets ambitieux, innovants, sur à peu près 3 ans, un peu comme une labellisation renouvelée de la Ligue et qui sont financés à hauteur de 150 à 450 000 euros. Donc en gros, c'est assez proche. Vous voyez que cette année, on a eu 90 dossiers, 15 projets ont été soutenus, ce qui fait de l'ordre de 15% et 6,2 millions d'euros engagés. Pour ceux de l'année prochaine, ça va commencer en novembre et ça sera, les résultats seront décidés en mars. Donc voilà, les programmes, c'est notre sujet phare dans le cadre des appels d'offres récurrents. À côté de ça, nous avons des projets. Les projets, c'est des choses beaucoup moins fortement financées, à hauteur de 50 000 euros sur 2 ans.
Et l'idée de ces projets, c'est de donner l'opportunité à des chercheurs. Alors, on a des projets qui sont pour des jeunes chercheurs, des projets pour des chercheurs confirmés et des projets pour des seniors. Il y a vraiment les 3 niveaux. Et c'est 50 000 € sur 2 ans pour amorcer quelque chose, consolider ou explorer de nouvelles pistes. C'est vraiment ça l'état d'esprit. On en distribue beaucoup. La communauté a toujours montré beaucoup d'intérêt pour cet appel d'offres, qui n'est pas sans poser quelques questions sur le plan stratégique, mais qui restent importants pour la communauté. Et la prochaine appel d'offres est en mai 2022. À côté de ça, nous avons un programme qui est beaucoup plus ciblé, qui est sur l'immunothérapie. Avec le virage de l'immunothérapie en 2010, on a mis en place ce programme SIGNIT, qui était celui destiné à identifier des signatures prédictives de réponse immunothérapie. Donc c'est ciblé. Il y a un comité ad hoc qui gère cet appel d'offres, qui a été mis en place il y a maintenant, je crois, 5 ou 6 ans. On donne jusqu'à 600 000 € par projet sur 2 à 3 ans. On a financé jusqu'à maintenant 22 projets. Nous aurons en mai 2022 une réunion scientifique à laquelle tout le monde est convié, toutes les personnes intéressées sont conviées, dans laquelle les 22 projets seront présentés sous forme de posters et certains d'entre eux donneront lieu à des communications orales pour réfléchir à l'avenir de cette question de la signature prédictive de la réponse aux immunothérapies. Donc voilà, cette année, nous avons vu 18 projets, nous en avons retenu 7, ce qui est beaucoup, mais les projets étaient d'une immense qualité, donc on a vraiment énormément apprécié ce qui nous a été soumis. Une autre action qui nous est propre, je pense, qui est le soutien aux instituts hospitalo-universitaires, aux fameux IHU. Cette année, nous avons soutenu 2 programmes à hauteur de 6 millions d'euros. Donc, vous connaissez la procédure des IHU et dans le cas des investissements d'avenir. Et donc, c'est un complément de financement que nous apportons à 2 IHU, un qui est à l'hôpital Saint-Louis, l'autre qui est à Gustave-Roussy. Le premier est piloté par Hugues Deté et il est dédié au changement induit par la chimiothérapie dans les cellules leucémiques. Il va faire ça en single cell, RNA sec, de façon un peu systématique chez les patients qui commencent un traitement par antileucémique dans les LAM. Et le deuxième programme est un programme dédié au cancer du sein, piloté par Fabrice André et qui a des liens avec l'immunothérapie lui aussi. Ça c'est moins spécifique, mais on est associé à l'ARC pour soutenir, à l'INCA, pardon, pour soutenir les projets pairs, et la Ligue est associée avec nous. Donc nous avons soutenu conjointement des 8 appels d'offres pairs jusqu'à maintenant, 56 projets qui ont été financés, et l'ARC en finance un tiers. Je pense que la Ligue en finance un tiers et l'INCA en finance un tiers. Le dernier appel d'offres concerne les tumeurs cérébrales primitives. Cette année, on ne s'est pas vraiment mis d'accord sur la thématique, donc il y aura sûrement une année blanche en termes de pairs, mais c'est un programme qui va repartir. Et je pense que c'est l'occasion peut-être de bien réfléchir à la manière de l'adapter à l'évolution des concepts et des manières de gérer. Voilà. L'ECLIPS, c'est un peu la même chose. L'ECLIPS, c'est un programme de l'INCA auquel la Fondation ARC participe. C'est plus recherche clinique, donc c'est vraiment dans notre volonté de participer aussi au soutien à la recherche clinique. Et c'est donner l'accès à des molécules innovantes qui sont mises à la disposition de l'industrie par l'industrie pharmaceutique, mais pour des indications qui ne sont pas développées par l'industrie elle-même et pour lesquelles les chercheurs considèrent qu'il y a nécessité de tester l'hypothèse. Voilà, cette année, on a soutenu 3 essais cliniques dans le programme CLIP qui représente presque 1 million d'euros. Nous avons lancé cette année un programme qui nous est vraiment spécifique, qui est un programme cancer et vieillissement. Ça, c'est issu de notre réflexion stratégique. Nous pensons que les progrès en termes de biologie du vieillissement sont assez spectaculaires ces dernières années et que le lien entre vieillissement et cancer est très évident pour tout le monde et que dans ce contexte, il était nécessaire de voir ce qu'il était possible de faire. Alors, on a beaucoup travaillé sur ce programme et les personnes de l'oncosphère, Pierre Soubeyran en particulier, sont très impliqués dans la mise en place de ce programme. On a finalement choisi de commencer par un appel à manifestation d'intérêt pour un projet clinique. On part de la clinique et on va sélectionner. Il y a 4 projets qui ont été présélectionnés. Il y en a un qui sera sélectionné au final, qui va nous servir de trame pour monter ensuite des projets de recherche translationnelle et plus fondamentale, toujours sur le lien vieillissement et cancer. Donc c'est un programme en 2 phases. D'abord sélectionner un programme d'intervention clinique tournant autour de la notion d'âge chronologique versus âge biologique. Et on voudrait voir un peu si on peut avancer sur la notion d'âge biologique. Et à partir de ça, développer des projets de recherche.
Donc, on espère beaucoup de ce programme qui est en plein lancement. Et il va y avoir donc dans l'année qui vient un appel à projet biologique associé à l'étude clinique qui sera sélectionné. Plus classique, et là ça rejoint un peu ce que Giuseppe vient de vous dire pour la Ligue, les soutiens aux jeunes chercheurs, même s'il y a des nuances entre la Ligue et la Fondation Arc, on a quand même globalement des soutiens, même chose. Alors, on soutient des masters de médecins pendant 1 an, on soutient des thèses médico-scientifiques, donc là encore c'est une volonté de la Fondation Arc d'inciter les médecins à poursuivre un cursus en recherche, ça nous paraît extrêmement important. Et dans ce même contexte, d'ailleurs, on a des prix de mobilité internationale pour leur permettre d'aller 6 mois à 1 an à l'étranger. Donc tout ça fonctionne très bien. La 4e année de thèse, elle est ouverte à tout le monde, médecins ou scientifiques, et les post-doctorats bien sûr aussi. On a gardé, nous, les post-doctorats, même si je connais l'analyse de la Ligue qui pense que la qualité avait baissé ces dernières années, on la partage. Mais néanmoins, on a pour l'instant maintenu un appel d'offres à post-doctorat. Et vous voyez que tous les ans, on sélectionne quelques dossiers. On en a financé quand même 20 cette année, ce qui est considérable compte tenu du coût d'un post-doctorat en réalité. Un petit mot spécial Covid, parce qu'on a essayé d'être réactif pendant la pandémie. On a fait un appel d'offres à projet faisant le lien entre cancer et Covid-19, mais je ne ferai pas le détail de ça. C'est surtout ce que je veux dire là, c'est que vis-à-vis des jeunes chercheurs qui avaient été paralysés pendant quelques mois dans leur travail, nous avons accepté de prolonger les contrats qu'on avait mis en place et nous avons réinvesti 500 000 € pour prolonger ces contrats. On l'a fait à la demande, analyser un par un les besoins et finalement financer 500 000 € sur ce prolongement. Alors, ça, je veux vraiment insister sur ce point parce que c'est vraiment une spécificité de la Fondation et je pense que c'est extrêmement important. Tout le monde accrédite l'idée qu'il y a des soutiens pour les jeunes, il y a des soutiens pour les seniors très bien consolidés et entre les deux, c'est un peu le flou. Et pour faire revenir quelqu'un en France qui est de bonne qualité, il n'y a pas tellement d'opportunités. Donc on a créé ça, ce qui s'appelle Leader International en oncologie. C'est la possibilité de faire revenir quelqu'un qui a déjà, c'est plus un atype à venir, c'est bien plus que ça, c'est quelqu'un qui a monté une équipe à l'étranger, qui tourne très bien, mais qui, pour une raison X ou Y, est prêt à revenir dans un institut français. Et donc cet appel d'offres, on a mis du temps à le caler, mais il est bien calé maintenant. L'offre, c'est 1,5 million pour 5 ans, à un leader, un seul par an, présenté par son institut, accompagné par son institut. Et cet appel d'offres est devenu annuel. Le dernier récipiendaire de cet appel d'offres, c'est Frédéric Barr, qui va aller à Marseille, au Centre de recherche sur le cancer de Marseille, donc piloté par Jean-Paul Borg. Il vient de Singapour. C'est un chercheur confirmé qui avait une très bonne équipe travaillant en particulier sur la glycosylation des protéines, qui est un programme très original. Et nous pensons que si on se met d'accord entre instituts et associations caritatives, éventuellement avec le soutien des universités, on peut vraiment arriver à faire revenir en France des équipes très performantes en recherche sur le cancer. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup, beaucoup. Par ailleurs, on contribue quand même au programme Atype Avenir, qui est le programme un peu à l'échelle en dessous, c'est-à-dire pour des plus jeunes, des gens qui ont fini leur post-doctorat et qui veulent monter leur équipe. Et la Fondation Arc, comme la Ligue, finance chaque année un Atype Avenir dédié à la recherche sur le cancer, en partenariat avec l'INSERM et le CNRS. C'est eux qui font le processus de sélection. Nous, on arrive en soutien. Voilà, je change de chapitre, j'ai presque terminé, les prix. Pour vous dire simplement que nous avons une journée ouverte à tous les jeunes chercheurs en cancérologie, à tous les chercheurs en cancérologie. En réalité, c'est une journée totalement ouverte à tous ceux qui veulent y participer, au cours de laquelle on remet un prix scientifique et un prix de communication, de vulgarisation scientifique, le prix Hélène Stark pour la science, le prix Kerner pour la vulgarisation scientifique, où on écoute les jeunes chercheurs. C'est une journée qui est généralement passionnante, très très tonique et très intéressante. Et donc, je vous invite à y participer quand vous avez l'occasion. Et puis, la Fondation Arc a un autre prix, mais lui qui est un prix prestigieux, qui est le prix Léopold Griffel, qui est remis tous les ans, qui est un prix international. Donc, en général, il est remis à des chercheurs, il est remis à des chercheurs nationaux ou internationaux, avec 2 prix maintenant. D'ailleurs, il y a un prix de recherche fondamentale et un prix de recherche translationnelle. C'est 150 000 € à chacun. C'est très bien doté. C'est un des prix les mieux dotés en recherche en cancérologie. C'est souvent une antichambre du Nobel. On a eu plusieurs personnes qui ont été nobélisées par la suite, qui ont reçu ce prix.
on cherche à identifier à travers le monde les chercheurs, les équipes, les consortiums de chercheurs qui font des travaux, qui font vraiment progresser la recherche sur le cancer. La deadline cette année est très proche, c'est le 4 octobre. Si vous avez des gens à suggérer, à soutenir, c'est maintenant. Vous voyez les noms des chercheurs qui ont été soutenus en 2020. Nouvel axe qui est en train d'émerger, qui n'est pas encore complètement calé, qui est le cancer du pancréas. Pour différentes raisons, la Fondation ARC a choisi de s'intéresser à la Fondation ARC. On a donc organisé le 6 septembre dernier, donc il y a quelques jours, une journée scientifique qui était 100% digitale. 22 orateurs ont participé, plus de 170 personnes écoutaient. Ça a été une belle journée qui nous a permis de faire un état des lieux des forces au niveau français et des grandes questions médico-scientifiques. Il y avait quelques orateurs étrangers qui sont venus nous donner leur vision et leur organisation pour adresser la question du cancer du pancréas, qui est une question extrêmement difficile, comme tout le monde le sait. Et on s'oriente vers une action de financement cadrée sur cette pathologie. Voilà, nous soutenons les événements scientifiques, nous soutenons les manifestations scientifiques que vous organisez dans les régions ou en Île-de-France. Il y a 3 offres de subventions pour des événements présentiels et hybrides, 2 offres pour des événements 100% digital, des petites contributions. Voilà, ça c'est le résumé du programme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourra vous envoyer, si vous le souhaitez, la notice de tous les appels d'offres de la Fondation ARC. Et je vous rappelle ici le plateforme de dépôt des candidatures et les actualités de la Fondation ARC. Vous avez des liens et j'ai envoyé les diapositives à Candice et Pierre qui pourront vous les transmettre si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir les 2 intervenants. Merci. Est-ce qu'on peut les mettre tous les 2 à l'écran, peut-être, pour la discussion ? Je m'adresse à la technique sophistiquée. En voilà déjà un. Et, ah oui, c'est l'un ou l'autre. Bon, ben c'est pas, on va se... Ah, peut-être les 2. Donc la parole est à la salle pour commencer. Je pense qu'il doit y avoir quelques questions qui chauffent. Non, pas encore. Ah oui, ben voilà. Écoute, tiens. Bonjour, Sébastien Papot de l'Université de Poitiers. Je suis chimiste organicien et j'ai une question à propos de la part que la Ligue et l'ARC offrent à l'innovation technologique en cancérologie. Souvent, que ce soit la physique ou la chimie, on est très loin du patient dans les phases early en fait, des projets. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui posent des problèmes dans les évaluations quant à la labellisation, par exemple, de ce genre de projet. Or, la découverte en fait passe toujours par une phase en chimie ou en physique qui est très éloignée en fait de la clinique. Et cet éloignement de la clinique me semble être un obstacle au financement en fait de ce genre de projet. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que le pourcentage de projets en innovation technologique est faible ou est-ce que j'ai tort ? Bon, je vais répondre au départ, vous avez tort, je pense. Enfin, c'est brutal. Hein. C'est juste pour dire, à la Ligue, il y a la commission d'expertise nationale 3 qui s'appelle justement, entre autres, innovation thérapeutique. On essaye, nous, comme le fait l'ARC aussi, hein, de soutenir la recherche dans toutes ses formes, même les plus fondamentales. Et on a souvent eu des physiciens, des chimistes. Récemment, j'ai demandé à Jean-Pierre Benoît, que vous connaissez, de rentrer au Conseil scientifique national de la Ligue comme vice-président. Il a accepté, j'en suis ravi parce que c'est un spécialiste des nanotechnologies qui sont aujourd'hui très importantes. Donc, bon, j'atténue évidemment ce que je vous ai dit au départ, que vous avez tort. Non. Il y a une certaine difficulté peut-être, mais on fait vraiment un effort pour inclure de plus en plus dans les soutiens à la recherche les collègues qui viennent des mathématiques, de la physique, de la biologie cellulaire étudiée par les moyens de la physique et de la chimie. Et donc, on a une intention vraiment
très forte dans ce domaine. Ça, c'est pour la Ligue. Éric. Oui, merci Giuseppe. Je pense que pour la Fondation ARC, c'est un peu la même chose. Il n'y a aucune volonté d'exclure quoi que ce soit. Ce qui a changé peut-être au cours des 20 dernières années, c'est que jusqu'aux années 2000, je pense que la Fondation soutenait énormément de recherche fondamentale avec le raisonnement que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas spécifiquement de l'impact cancérologique immédiat et qu'on se disait que finalement, d'une manière ou d'une autre, ça pouvait enrichir les connaissances et donc ça servirait à un moment ou à un autre à la cancérologie. Maintenant, on cherche des choses un petit peu plus proches, non pas d'application clinique, mais au moins de la cancérologie, c'est-à-dire qu'on aime bien sentir que dans les projets de développement de chimie, de physique, de développement technologique, il y a vraiment une application cancer en ligne de mire. Quand elle n'y est pas, c'est plus compliqué. Alors la chimie, elle est évoquée en commission 4 de la Fondation ARC, dans laquelle on fait en sorte d'avoir toujours des chimistes membres de la commission. Ce ne sont pas des projets effectivement faciles à soutenir quand ils sont trop loin encore une fois, de l'idée même d'une application, ce qui est le cas parfois. Voilà. Mais il n'y a pas de volonté d'exclure, il y a simplement, on cherche quelque chose qui soit vraiment assez rapidement contributif, pas à la clinique directement, mais au moins à la recherche sur le cancer. Oui, bonjour, Guy Cantor à l'appareil. Je suis administrateur aussi de la Ligue avec Giuseppe. Ces deux, la Ligue et la Fondation ARC, ont comme principale ressource la générosité publique. Et est-ce que dans cette obligation de lien social et politique avec les malades, ou les personnes malades, ou leurs proches, ou les aidants, vous ne pensez pas qu'il serait utile aussi d'élargir ou d'intensifier les recherches en sciences humaines et sociales, notamment dans les domaines de vécu de la maladie, suivi de population à risque, épidémiologie et prévention, qui pour le moment sont surtout des actions, des thèmes qui sont des actions sociales d'aide aux malades, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que la part de la recherche dans toutes ces actions est de plus en plus importante? Je continue dans l'ordre qu'on a pris, Eric, si tu veux bien. Voilà, bonjour Guy d'abord, mon collègue au conseil d'administration de la Ligue. C'est un sujet dont on a discuté nous deux et effectivement, j'estime que c'est un sujet auquel il faut porter une grande attention. Comme ça a été mentionné, la Ligue n'a pas que la mission de soutenir la recherche, mais il y a une aide directe aux malades qui englobe de financements importants. Il y a la prévention et il y a les activités, disons, d'ordre de plaidoirie qui sont effectuées. Je pense que, bon, il y a eu un choix, pendant que je n'étais pas aux affaires, comme on dit, qui a été d'englober les projets en SHS dans la prévention. Mais il y a une vaste réflexion qui est en cours à la Ligue, qui a été stimulée au départ par Axel Kahn, qui malheureusement, comme vous tous savez, nous a quittés récemment, mais qui est reprise cette discussion par le nouveau président de la Ligue, Daniel Nizri, qui vise justement à associer de façon la plus étroite possible les personnes malades, les comités départementaux, de profiter donc de ce tissu vaste national de la Ligue avec ses différentes missions pour identifier des thèmes de recherche qui sont proches de la sensibilité donc, de cette catégorie de personnes et pas seulement des scientifiques ou des médecins ou des cliniciens que nous sommes. Et donc cette réflexion est en cours. Pour ma part, j'estime qu'elle est importante et qu'elle doit être menée à terme avec évidemment toujours un respect important de l'évaluation avant, pendant et après des projets acceptés. Donc oui, à la Ligue, on s'oriente vers une prise en compte encore plus importante de cette dimension.
Fini. Ok. Alors, en ce qui concerne l'ARC, j'ai, je pense, 3 éléments de réponse. D'abord, on a tendance à associer l'épidémiologie et les SHS. Alors, l'épidémiologie, c'est une thématique, mais je pense que la Ligue, comme la Fondation ARC, a toujours soutenu l'épidémiologie des cancers. Au travers d'appels d'offres spécifiques, à la Fondation ARC, il y a eu un appel d'offres sur l'air, par exemple, et la toxicité de l'air ces dernières années. Et puis, dans la commission 5, il y a des épidémiologistes, des projets d'épidémiologie. Donc, l'épidémiologie est traitée. Les autres sciences humaines et sociales, si on peut dire, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, même si on essaye de faire en sorte de les intégrer. Bon, et il se trouve que je travaille dans mon labo avec une philosophe des sciences, que Bordeaux est connu pour ses équipes de philosophie des sciences. C'est quelque chose qui nous intéresse. On a invité cette discipline, par exemple, lorsqu'on a fait la réflexion sur le programme vieillissement et cancer. Et je sais que ces philosophes des sciences sont associés aux gens qui font mûrir des projets en ce moment. Donc, on essaie de les entrer de façon très concrète en interaction dans une approche multidisciplinaire avec d'autres sujets. On tâtonne un peu, c'est pas forcément bien cadré, mais c'est certainement pas de volonté d'exclusion. Si c'est la question de Guy Cantor, on ne va certainement pas exclure. Le dernier point, c'est le rôle des patients. Là, je crois que je vais reprendre l'aspect projet européen pour dire que là, j'y accorde vraiment une importance capitale. Je crois que fondamentalement, et la pandémie Covid, finalement, l'a très bien illustré, si les chercheurs se déconnectent de la population et des patients, c'est catastrophique à long terme. Donc, il y a effectivement besoin d'actions intégrant la compréhension des attentes des patients et de la population en termes de recherche sur le cancer, mais aussi capable de renvoyer du côté de la recherche vers la population les messages qu'on extrait de nos travaux de recherche en le transformant en quelque chose de positif. Et là, on est loin du compte, certainement. Il y a énormément de travail devant nous. Dans le projet européen, on a carrément confié un work package à European Patient Cancer Coalition. Donc, c'est vraiment des patients qui sont impliqués directement dans un des work packages. Parce qu'on pense qu'il va falloir intégrer ça correctement pour ne pas se tromper d'objectif et être efficace à long terme. Je pense en particulier les politiques de prévention développées sans l'aide des patients et sans la compréhension des citoyens, ça ne peut pas marcher. Bien sûr, je suis d'accord. Bien. Moi, c'est Pierre Soubéran, là. Juste un petit mot. Je commence par remercier Eric parce que cette réunion a le soutien de la Fondation ARC, quand même. Il faut le saluer. Et il y a eu d'autres réunions qui ont été soutenues déjà, le CIRIC 2 fois, je crois, par la Fondation ARC. Et c'est très apprécié. Mais je voudrais vous poser une petite question pratique très simple. J'ai été sollicité il n'y a pas très longtemps par un chercheur clinicien qui doit faire une mobilité et qui veut faire sa mobilité en France. Or, il y a des programmes de soutien à la mobilité internationale, mais c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas que ce soit des demandes isolées. Je me souviens par exemple de Georges Delsol qui me disait quand j'ai voulu faire ma mobilité, mais va en France, Pierre. C'est pas ce que j'ai fait, mais va en France. Il y a des équipes fabuleuses en France, ce qui est très vrai quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eric, la question a été posée à toi. Ok, merci Giuseppe. Je pense que alors effectivement, nous on a un programme de mobilité internationale. C'est volontairement international parce que on considère, à tort ou à raison, que la mobilité internationale, c'est l'occasion de se construire un réseau, de voir les choses un peu autrement, avec un autre mode de pensée. C'est un enrichissement considérable et donc on pousse dans cette direction. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé que ça marchait pas mal. Les résultats qu'on voit sont plutôt bons. Alors, la mobilité nationale, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même déjà des dispositifs normalement pour bouger. Il y a les interchus, il y a un poste de chef, ça se bouge, les postes de chercheurs, ça s'organise. Donc, nous, on n'a pas identifié dans notre analyse, mais on peut se tromper, de réels besoins parce qu'on pense qu'il y a des procédures autres que ceux reposant sur les associations caritatives. Je m'associe à cette réponse parce que la Ligue aussi finance des mobilités à l'étranger. On vient la semaine dernière d'en accepter 2. Donc c'est plus modeste que les systèmes mis en place par l'ARC.
Mais effectivement, on a considéré jusque-là, mais si on se trompe, on peut bien revoir la copie, qu'il y avait d'autres systèmes en France pour faciliter la mobilité des collègues à l'intérieur du pays. Je voudrais juste rajouter une considération. La Ligue et l'ARC ne sont pas en compétition. On est parfois en émulation amicale, hein, comme on dit, et c'est vraiment à vous de profiter. Parce que si vous allez donc sur les sites de la Ligue contre le cancer, à la rubrique recherche, vous verrez la liste. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui sont les mêmes, je dirais, que l'ARC et d'autres qui sont complémentaires. Il y a donc là la possibilité vraiment de bénéficier d'un soutien de la générosité publique qui s'articule dans la Ligue et dans l'ARC pour réaliser, disons, ces projets. Et ces projets sont parfois semblables, comme les programmes de l'ARC, les soutiens, disons, des comités départementaux aux projets moins ambitieux, etc. C'est vraiment important de considérer que bon, l'histoire fait qu'en France, contrairement à ce qui se passe dans le Royaume-Uni, il y a 2 associations caritatives pour la lutte contre le cancer. Il faut en extraire l'aspect positif qui est celui de permettre de réussir d'un côté si on n'est pas bien, disons, reçu de l'autre. Voilà, c'était une considération qui m'est venue en écoutant Eric et en voyant combien des secteurs se superposent. Évidemment, maintenant, il y a cette dimension européenne dont il nous a parlé, je le remercie, hein, et qui est particulièrement intéressante et qui, elle, est spécifique de l'ARC. Mais enfin, profitez de cette panoplie d'offres, de soutien, etc., qui vous est proposée, parce que nous, on n'est pas là pour être des censeurs, mais pour aider la recherche. Et s'il y a des problèmes, on est toujours prêt à discuter. Excusez-moi cette parenthèse, mais c'est pour montrer qu'au-delà de cette séparation un peu sociologique, historique entre l'ARC et la Ligue, il y a une volonté commune qui est exprimée par le fait qu'on est là tous les deux, et d'aider les collègues chercheurs, les cliniciens, etc., et ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'on vous fait parler ensemble. On trouvait ça très significatif. Vous avez bien compris. Merci bien. Est-ce que je peux poser une autre question ? Justement, les équipes labellisées, les programmes labellisés, on a l'impression d'être un petit peu en déficit mais je pense par des défauts de demande de notre part. Peut-être parce que les programmes ne sont pas assez identifiés ou compris. Est-ce que vous pourriez chacun nous donner quelque chose un peu sur l'esprit de ce que vous attendez dans une équipe labellisée ou dans un programme labellisé ? Parce que je pense qu'il y a des belles choses qui pourraient venir de la région. Bon, je vais parler des équipes labellisées qui sont un des projets phares de la Ligue depuis longtemps. Les équipes labellisées sont, disons, des équipes. Initialement, c'était assez rigide, la conception. C'était vraiment une seule équipe. Il fallait que les responsables soient à temps complet ou presque dans la gestion de ce projet, etc., etc. Avec le temps et avec le changement d'organisation de la recherche en France, les critères se sont modifiés. On est beaucoup plus élastique, disons, dans l'appréciation de l'organisation administrative, si j'ose dire, de l'équipe en question. Il y a un critère qui est, lui, toujours essentiel, c'est celui de la qualité scientifique démontrée déjà dans le domaine de recherche propre de l'équipe et la volonté appuyée d'adresser des questions pertinentes à la recherche en cancérologie, même à la recherche translationnelle, voire clinique, qui doivent être mis en avant. Mais, comme je l'ai dit, la première labellisation de 5 ans, elle est surtout, disons, basée sur la qualité de la production scientifique et ou clinique déjà démontrée et sur un engagement clair et évident par l'implication
des participants selon. C'est difficile des fois de comprendre ce qui fait un PUPH avec 5% d'engagement dans un projet où il n'y a pas vraiment, il n'apparaissent pas les bras pour mener les projets à bon terme. Donc voilà, c'est un engagement et disons aussi, on ne va pas mener des enquêtes, mais on fait confiance aux collègues et on demande juste qu'on nous montre la qualité de l'engagement scientifique et administratif dans cette affaire. Mais les critères sont assez élastiques. Ce qui prime, c'est vraiment la qualité scientifique dans la recherche fondamentale, translationnelle, voire clinique. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis très admiratif du programme de labellisation de la Ligue qui a été mis en place le premier, et qui est vraiment, à mon avis, qui a été un apport considérable à la recherche en cancérologie en France. Vraiment très structurant, très aidant, etc. Ma propre équipe est labellisée par la Ligue depuis très longtemps. J'ai beau être le président du conseil scientifique de l'ARC, je ne vais pas me faire financer par l'ARC, ça serait quand même un peu ambigu. Donc, c'est la Ligue qui me soutient, qui soutient mon équipe. Maintenant, c'est plus moi le pilote, c'est François Porteux, mais ceci dit, je suis toujours dans une équipe labellisée par la Ligue. Donc, clairement, ça montre les interactions entre les deux associations et le respect mutuel qu'on se porte. Alors, la Fondation ARC s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à cette magnifique initiative de la Ligue. Alors, on a dit, est-ce qu'on fait notre propre labellisation d'équipe? Alors, à ce moment-là, on se partage des équipes françaises. Ça ne nous a pas paru super constructif, comme cette idée-là. Et donc, on s'est dit, on va faire ces programmes, c'est ce qu'on appelle les programmes labellisés, qui sont des grands programmes qui sont un peu dans le même état d'esprit, mais qui fonctionnent plutôt sur des réseaux d'interaction entre chercheurs. Donc, c'est une autre dimension, mais l'esprit est le même. Et je pense que l'esprit est le même, mais les critères sont probablement assez voisins. C'est-à-dire que dans les conseils scientifiques, on cherche toujours l'originalité, l'innovation, la qualité, et on cherche aussi des gens qui ont déjà des résultats préliminaires au moment où ils arrivent avec leur projet, parce qu'on veut partir sur des choses un peu solides. Il y a des process pour construire les résultats préliminaires. On peut imaginer d'avoir un projet de la Fondation ARC pendant 2 ans, de générer des résultats préliminaires et de passer un programme derrière pour aller plus loin. Donc voilà un peu comment nous, on est positionné par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Peut-être pour prolonger un tout petit peu, je pense que c'était dans le sens de la question de Pierre aussi, il y a un petit sentiment, là, on sent dans les discussions, que la Nouvelle-Aquitaine n'a pas beaucoup d'équipes labellisées. Enfin bon, ça c'est un fait, il y en a 4, qu'il n'y a pas énormément de projets ARC. J'ai vu qu'il y en avait un projet, les projets à 50 000 en 2020. Alors, est-ce que c'est un problème de numérateur ou de dénominateur? Ou les deux? Bon, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne regarde pas la région dans la sélection, quoi. Ce n'est pas un critère de sélection. On ne fait pas non plus de géopolitique, si je peux dire. Enfin, je veux dire que c'est pas... En fait, on prend tous les projets et puis les comités sélectionnent ceux qui leur paraissent les meilleurs. Donc, pourquoi est-ce que votre région en aurait moins que d'autres? Peut-être d'abord parce qu'il y a moins de compétiteurs, peut-être. Je n'ai pas regardé exactement si le taux de sélection était plus bas ou pas qu'ailleurs, mais c'est peut-être la première raison. Il ne faut pas hésiter à appliquer. Ça ne marche pas forcément du premier coup, mais bon. En tout cas, il n'y a évidemment pas de volonté d'exclure une région ou une autre, ou d'inclure une région ou une autre. C'est vraiment très ouvert. J'étais tout à fait persuadé de ça, mais j'aime bien que une fois que c'est dit à voix haute, ça rassure beaucoup dans la salle et au-delà, j'espère. Mais peut-être y a-t-il pas assez de demandes non plus qui sont faites, que les gens s'autocensurent et qu'il faut y aller, mais pas hésiter. Il y a beaucoup de programmes qui ont été présentés aujourd'hui et qui sont très attractifs et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Si je peux rajouter juste un mot, c'est que pour la Ligue, c'est exactement comme à l'ARC. Nous ne faisons pas de discrimination basée sur l'origine géographique des projets. Les commissions d'expertise sont absolument souveraines dans leur analyse. Le président du conseil scientifique que je suis n'intervient pas, sauf s'il y a des choses, mais qui n'arrivent jamais. Et donc, c'est vraiment,
il faut poser des candidatures, il faut s'appuyer, comme je l'avais dit au départ, par exemple, sur les projets régionaux et interrégionaux, pour, comme ça a été précisé par Eric dans le cadre de la Ligue, et de créer, faire la preuve du concept, commencer à avoir quelques résultats préliminaires, et là, se lancer sans difficulté, parce qu'on est là pour aider, en cas de refus, parce que ça ne marche pas à tous les coups, il y a toutes les explications qui peuvent être données. Donc, de l'audace, toujours de l'audace, comme disait un Français bien connu. Voilà. Oui, j'aurais une question. Si, dans le réseau dans lequel nous sommes en train de nous organiser, on a déjà pensé à des axes thématiques finalement. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un axe thématique de notre réseau, qui réunit déjà un consortium de scientifiques et de cliniciens, est-ce qu'on pourrait imaginer soumettre, par exemple, au programme labellisé, si j'ai bien compris le périmètre, en tout cas chez l'ARC, est-ce qu'on pourrait imaginer faire ça, faire remonter ce type d'initiative qui émanerait de notre réseau? Tout dépend de ce qu'on appelle l'initiative. Une initiative d'organisation, non, en soi, ça n'est pas suffisant. Si l'initiative que vous avez prise de vous mettre en commun génère un projet scientifique qui est compétitif dans le cadre de l'appel d'offres des programmes labellisés, vous serez financé. C'est vraiment ça le contexte. C'est le projet scientifique qui compte, rien d'autre. Hein. Oui, c'était ça, hein. C'était pas faire remonter l'organisation, mais finalement, déjà le consortium qui s'organise au sein du réseau, on pourrait avoir un programme qui émane. Voilà. Pour moi, le consortium, c'est un moyen pour vous d'interagir, de créer des interactions entre chercheurs et de faire émerger éventuellement des projets. Et ces projets, ils pourraient être labellisés s'ils répondent aux critères de labellisation. Ça ne posera aucun problème. Mais on ne va pas labelliser une organisation, ça c'est sûr. Je pense que j'ai la même réponse. Et en effet, ce qui est important, c'est qu'il y ait un projet qui sort de ces consortiums et que, au cas où la Ligue n'a pas tout de suite compris l'intérêt de ce projet, on peut toujours me contacter les services recherche et voir si nous pouvons établir un projet spécifique, comme on a fait pour l'oncopédiatrie, l'ARN thérapeutique, et comme on va faire l'année prochaine sur obésité et cancer. Ça se peut, hein. Je veux dire, ce grand programme qu'on a un peu copié sur le schéma de l'ARC, n'est-ce pas, Eric, sont complémentaires parce que tout le monde ne peut pas s'occuper de toutes les pathologies cancéreuses, et d'autre part, ça permet d'élargir la panoplie d'offres vis-à-vis de la communauté scientifique française. Donc, si vous avez un consortium bien structuré, mais autour d'un projet scientifique très clair, et que vous considérez que vous n'avez pas d'espace suffisant, vous pouvez toujours me contacter et on va essayer de voir avec les instances de la Ligue si ça vaut la peine de faire un appel d'offres spécifique au sein de cette initiative scientifique, pas administrative. Merci. Je voudrais saluer à ce niveau-là le programme cancer et vieillissement de l'ARC, parce que je trouve que la démarche était assez innovante, en fait, d'essayer de reprendre le problème à la base, d'essayer de réfléchir à ce qu'il fallait faire pour que la France soit compétitive et donner aux chercheurs les moyens de répondre à des questions fondamentales, alors que les hypothèses sont là, quelque part, les éléments plus fondamentaux sont là. Et je trouve que c'est original, c'est une très belle initiative. Et c'est vrai que si on pouvait poser les questions comme ça de temps en temps, c'est beaucoup plus souple que les systèmes préformatés. Et je trouve que ça pourrait permettre de répondre à de grandes questions assez régulièrement. Enfin, moi, c'était un plaisir, on va dire. Merci Pierre. De toute façon, vous avez sollicité plusieurs années avant déjà pour nous intéresser à l'oncogériatrie. Moi, j'ai complètement adhéré à cette idée et je pense que la direction de la Fondation a adhéré. Aujourd'hui, on a un peu la même démarche autour du cancer du pancréas pour d'autres raisons, mais finalement, avec ce séminaire qu'on a organisé début septembre, l'idée, c'est de
c'est d'abord de faire un bilan des forces en présence et de voir où est-ce qu'on peut aider au mieux la communauté recherche française. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Voilà, on a tous les mêmes objectifs, que ce soit à la Ligue ou à l'ARC, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer vers le haut la recherche sur le cancer en France. Ah, c'est tout à fait ça. Par exemple, le projet qui est en cours, l'ARN thérapeutique, bon, c'est venu d'une idée et après on a constitué un groupe de réflexion. Le groupe de réflexion a trouvé que l'idée n'était pas mauvaise et donc à partir de là, on a essayé de mettre en place quelque chose. C'est dans cet esprit, je voulais dire, c'est pas seulement quelque chose qui doit venir de l'intérieur des structures qui existent déjà à la Ligue, mais tous les collègues qui pensent qu'ils ont, disons, une idée originale et qui porteuse d'avenir et d'espoir dans le domaine de la recherche contre le cancer peuvent s'adresser à nous, comme j'imagine aussi à l'ARC, et on évaluera les possibilités concrètes, financières, etc., de lancer un nouveau projet. Il n'y a pas de discrimination. Merci. Ah, et encore une question. Bonjour, Lucia Robert, directrice de Matwin. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une main tendue. La question a été récemment posée à la Fondation ARC, donc je vois Eric sourire, il en a entendu parler. Il se trouve que Matwin, cette plateforme qui existe déjà depuis 12 ans, coordonne la création toute récente d'un consortium qui réunit 12 acteurs experts de la recherche et l'innovation cancer, qui réunit des cancéropoles, des instituts Carnot, les instituts de centre contre le cancer, Gustave Roussy, Curie, la Fédération Unicancer. Bref, l'objectif de ce consortium, c'est clairement de capitaliser sur une dynamique de filière de l'innovation cancer au travers de l'angle de l'entrepreneuriat. Je pense que on gagnerait mutuellement à travailler en collaboration les uns avec les autres. Voilà, donc c'est une main tendue pour vous dire voilà, qu'OncoStart serait heureux de pouvoir collaborer et échanger autour de cette dynamique avec les organisations que vous représentez. Et de la même manière, sur le projet Uncan, Eric, probablement qu'OncoStart et Matwin pourraient apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice. Voilà. Oui, très bien, c'est tout à fait vraisemblable. Donc, ça me permet de faire une remarque sur ce sujet, parce que la question de la valorisation est toujours une question délicate. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre, parce que vous êtes dedans depuis maintenant des années et que vous avez monté un très beau système. Quel est notre rôle à nous, associations caritatives, dans la valorisation ? À un moment donné, les administrateurs de la fondation disaient mais après tout, on met de l'argent sur des travaux qui vont contribuer à des découvertes, qui vont générer de l'argent, il faut que ça nous revienne. Bon. Moi, du côté recherche, mon message était mettez pas le doigt là-dedans, c'est l'enfer. Si les associations caritatives se mettent à s'intéresser à la valorisation et réclament leur part, on va en faire encore complexifier un système qui est abominablement complexe. Donc, on a convenu qu'on n'y mettait pas le doigt. Donc, à mon sens, c'est très compliqué pour les associations caritatives d'aller s'occuper de valorisation, ou alors leur conseil d'administration va dire bah, d'accord, on y va, mais à ce moment-là, on veut notre part. Et moi, je ne suis pas favorable à ça. Bon, les débats internes à la Ligue sur ce sujet arrivent un peu aux mêmes conclusions qui ont été manifestées par Eric. C'est-à-dire que c'est très compliqué parce qu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle, etc. Et de toute façon, nous n'oublions jamais que c'est l'argent à l'origine ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre argent qu'on investit, c'est l'argent des donateurs. Et donc, dans cette optique, il me semble, on en a discuté, on a aussi demandé des avis juridiques, etc. Et pour le moment, tout au moins, on a décidé de ne pas mettre les doigts là-dedans, à une exception près, c'est-à-dire si une équipe, pour des raisons de développement, etc., une équipe labellisée par exemple, une équipe qui présente un projet de labellisation, veut s'associer avec une start-up, d'accord ? Dans ce cas-là, ce n'est pas exclu, mais ça sera regardé bien dans les détails, que l'argent de la Ligue ne finance pas la start-up, d'accord ?
mais seulement l'équipe qui va être labellisée. Et que la start-up associée a l'avantage d'être, disons, à côté d'une équipe performante, et c'est tout. Mais nous, on ne finance pas la start-up. C'est néanmoins un processus très délicat dans lequel il convient bouger avec beaucoup de prudence. Voilà. Pour dire un mot de plus, Lucien, sur la question de l'Europe, en revanche, il est vrai que si la plateforme Uncanny voit le jour en tant qu'institut virtuel de cancérologie à l'échelle européenne, là, la question de la valorisation se posera et la place de la France dans le schéma de valorisation sera importante. Donc là, ça sera beaucoup plus important d'intervenir. Vous avez parlé tout à l'heure de Cancer Research UK. Eux, ils ont tranché les choses différemment, apparemment, puisqu'ils ont un modèle économique où, effectivement, ils travaillent sur la propriété intellectuelle et reçoivent de l'argent de la propriété intellectuelle, si j'ai bien compris. Je suppose que vous avez analysé leur modèle aussi. Oui, mais alors, la taille de Cancer Research UK, c'est tout autre chose. Hein. Oui. D'accord. Et aussi, les lois ne sont pas les mêmes, comme on a bien vu avec les Brexit. Non, je sais, l'exemple Cancer UK est intéressant plutôt à un autre niveau, à mon avis, parce que j'en ai discuté souvent avec des collègues qui ont été protagonistes, c'est que la fusion des différentes associations caritatives a été synergique, c'est-à-dire 1 + 1 n'a pas fait 2, mais 3. Et parce que ça pourrait être une crainte, disons. Après, je vais dire, pour le moment, c'est utopique de parler de ça en France, à cause des événements plus ou moins lointains, mais qui encore frappent l'imaginaire collectif. Et donc, moi, je pense que la mentalité aussi et les lois du Royaume-Uni ne sont pas les mêmes et c'est pas facile d'emporter ce type de modèle. Merci. Alors j'ai l'impression que les questions commencent à se tarir. Si c'est bien le cas, il nous reste à vous remercier. Ah, Pierre a encore une petite question. Une petite question coquine. Je vois que vous êtes beaucoup sur des actions communes avec l'INCA, avec l'INSERM, avec le soutien des ATIP, etc. Beaucoup d'actions, les IHU, mais vous ne travaillez pas avec les CIRIC. Et à la limite, pourquoi pas? Parce que ce sont des grandes actions quand même de l'INCA, spécifiquement cancer. Je dis pas ça pour vous, mais je sais pas, je trouvais que c'était presque un peu voyant. Si... On l'a pas fait, on n'a pas vraiment vu notre valeur ajoutée pour l'instant dans ce contexte. Rien n'est exclu, hein, mais pour l'instant c'est vrai, on n'a jamais travaillé avec les CIRIC. Voilà, la même réponse que la Ligue, rien n'est exclu, mais on n'a jamais été sollicité non plus. Donc ça, c'est un peu revenir à ce qu'on disait au départ. Demandez-nous des choses, on ne vous portera pas forcément le paradis sur terre, mais on vous apportera de l'argent si ça vaut la peine. Voilà. Bon, Pierre, c'était bien tenté, merci. Donc je pense que sur ces mots, nous allons remercier chaleureusement nos 2 orateurs. Merci de votre temps. Merci. Merci au public d'être resté à La Rochelle, c'est pas si désagréable. Et au revoir à tous. Et merci encore à l'organisation de cet événement magnifique où tout s'est très bien passé.